Bonjour à tous, Régis de Drezen. Je suis ravi d'introduire cette table ronde sur les data et les services aux consommateurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence à ce webinaire qui fait suite à la sortie des différents documents il y a 3 semaines sur la thématique. Je suis le nouveau délégué général de Think Smart Grids. Think Smart Grids, une association qui fédère l'intégralité des entreprises des smart grids en France et qui fédère cette filière pour développer le business à l'international. Donc l'objet de ce webinaire est de vous présenter les travaux de l'étude sur les data, dans un contexte où, vous le savez mieux que quiconque, les prix de l'énergie ont explosé ces derniers mois, un contexte géopolitique compliqué, et évidemment des données qui permettent à tout un chacun, et donc au consommateur final, de pouvoir comprendre sa facture d'électricité. Et donc à partir du moment où le consommateur final a compris sa facture d'électricité, alors il va pouvoir intervenir, soit directement, soit indirectement, pour diminuer ses consommations énergétiques et ainsi tenter de réduire sa facture d'électricité. C'est ce qui va vous être présenté dans ce webinaire. Je tiens à remercier donc l'animateur de ce webinaire, François Bouter, le directeur conseil de Sopra Steria Next, et je lui passe tout de suite la parole pour l'animation de cette table ronde. Bonne table ronde à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup Régis. Alors, tout d'abord un petit mot sur l'organisation, comment va se dérouler ce webinaire, c'est 7h30 tous ensemble. Donc il va y avoir 4 temps. Un premier temps où Mélinda Murel et Fabien Coutan ici présents vont nous parler un petit peu de la construction de cette étude, de la genèse jusqu'à la production du document final. Ensuite, on aura un deuxième temps dans lequel on va faire passer quelques petites pastilles vidéo dans lesquelles vous aurez 2 présentations de 2 offres de services. Un troisième temps où cette fois, ça sera une autre table ronde dans laquelle on réunira des personnes de Enedis, de la Creux et de l'ADEME. Et puis un dernier temps qui sera le temps des questions-réponses. Donc d'ores et déjà, tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas plutôt à liker si vous voyez une question qui vous intéresse et plutôt que de la reposer. Vous la likez, comme ça aidera. Nous, en régie, on a Sophie de la Marche qui va surveiller toutes ces questions et qui nous les transmettra dans ce 4e temps. Comme ça, on pourra les traiter. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, ça sera impeccable. Et puis, sans plus attendre, on va commencer avec Fabien et Mélinda. C'est parti. Allez, bonjour à tous les deux du coup. Première chose, peut-être nous dire un peu plus la genèse de cette étude. Comment ça s'est fait, Fabien? Bonjour François, merci à tous de nous retrouver aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Donc Fabien Coutan, je travaille à Enedis, gouvernance des données. En fait, on se réunit au sein de l'association Think Smart Grid que vous a présenté Régis tout à l'heure, au sein d'un groupe de travail sur les données. Et l'année dernière, on a fait le constat que le déploiement Linky touchait à sa fin et qu'on avait de plus en plus de capteurs, d'objets connectés dans la maison qui permettaient de mesurer la consommation dans les foyers des clients pour leur permettre de comprendre et de maîtriser leurs factures. Et en faisant le constat que les technologies étaient prêtes, on s'est demandé mais où en est le marché? Est-ce que des acteurs s'en sont saisis pour proposer des services aux foyers français? Donc c'est la question qu'on s'est posée et qui a initié cette réflexion et cette étude. Et du coup, Mélinda, vous avez fait comment avec le groupe de travail? Comment vous êtes organisé? Déjà, on est parti du fait que, pardon, le micro. Il n'y avait donc aucune étude, on a regardé en fait les études sur le marché, il n'y en avait aucune qui référençait les services qui étaient liés au déploiement du compteur Linky. Et ensuite, on a aussi décidé d'élargir un petit peu le périmètre à tout ce qui pouvait être capteur, prise connectée. Donc la première des choses qu'on a faites, c'était d'essayer de regarder un peu tous les acteurs qui étaient présents sur le marché et puis de voir toutes leurs solutions. Donc pour ça, on a commencé à réaliser un questionnaire qu'on a diffusé vraiment très largement, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, des emailings très larges, mais aussi même des mailings ciblés et des appels. Et par ce biais-là, on a réussi à avoir une quarantaine de réponses. Et dans un deuxième temps, on a essayé de voir si les réponses qu'on avait reçues
elles étaient cohérentes avec les informations publiques disponibles. Donc on a regardé notamment sur les sites par exemple des fournisseurs de solutions pour vérifier la cohérence de leurs réponses avec ce qui était indiqué. Et puis on en a profité pour référencer d'autres solutions et au final on a consolidé une base de données de 49 solutions. Donc évidemment c'est pas totalement exhaustif, mais ça nous a permis quand même de dégager plusieurs tendances en analysant toutes les fonctionnalités de ces services, les prix des solutions, les business models, les technologies employées, etc. En parallèle, on a aussi mené une série d'entretiens donc avec des fournisseurs de solutions, mais aussi avec des associations, avec l'ADEME, etc. Et puis, il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes en réalité qui ont travaillé à cette étude, donc à la fois comme contributeurs directs et comme relecteurs. Donc évidemment des gens chez Enedis, aussi de la commission de régulation de l'énergie, Capgemini a pas mal contribué et bien sûr beaucoup d'entreprises qui sont membres de notre groupe de travail data. Donc je ne peux pas tous les citer, mais voilà, un vrai travail collectif, ce qui était important parce qu'on voulait à la fois valider évidemment tout ce qu'on disait dans l'étude, mais aussi émettre à la fin des recommandations qui soient les plus pertinentes possibles pour essayer de développer ce marché. Très bien. Mais du coup, alors, on parle de service de données, il faut peut-être redire ce que c'est qu'un service de données. Fabien, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un service de données ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va utiliser ce mot-là tout le temps pendant ce webinaire. Donc un service de données, nous, ce qu'on a le périmètre de notre étude, c'est les services qui permettent aux foyers français de comprendre et de maîtriser leur consommation à partir des données qui sont relevées chez lui, soit via le compteur ou soit quel que soit le système. Donc ça ressemble à quoi un service de données énergétique du périmètre ? C'est un service qui permet de suivre sa consommation, des histogrammes, des analyses, des conseils, du pilotage. Et on a vu que, Mélinda en parlera tout à l'heure, mais les fonctionnalités, on a vu un panorama assez large de fonctionnalités. Et sur le périmètre, on s'est focalisé sur les services de données pour les clients résidentiels. On aurait pu, parce qu'il y a aussi des services de données pour les entreprises, pour les professionnels, pour les collectivités. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine étude, mais pour cette étude-là, on s'est limité aux services de données pour le marché résidentiel, notamment parce qu'il y a de nombreuses économies à faire. Il y a le pouvoir d'achat qui est une question qui est au centre des questions, pas seulement en ce moment, mais en général. Voilà, donc on s'est focalisé sur ce marché-là pour les consommateurs, et on n'a pas non plus analysé les services pour les producteurs qui pourraient aussi revêtir un intérêt assez important. Ouais. Okay. Et du coup, en fait, quels sont les moyens qu'ont ces fournisseurs de services pour produire ces offres, pour créer des choses ? Oui, en fait, les données qui sont utilisées pour construire ces services, pour les présenter aux clients, elles peuvent venir de plusieurs endroits différents. Certains en utilisent plusieurs, certains en utilisent juste un. Le premier, qui est un peu bête, mais on va le dire quand même, c'est que le client, depuis longtemps, il peut bien sûr télécharger ses données de consommation auprès de son distributeur, les télécharger, prendre son fichier et les envoyer. Ça a l'air bête, mais par exemple, quand il y a besoin de voir des choses simples sur sa consommation, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Mais ce n'est pas automatisé, la transmission manuelle a ses limites. La deuxième possibilité, les distributeurs ont mis en place de nombreux distributeurs ont mis en place des plateformes qui permettent aux particuliers d'échanger automatiquement leurs données avec l'acteur de leur choix. Donc globalement, c'est un parcours client avec un consentement qui est central dans ce parcours, et le client va dire oui, je vais transmettre mes données à tel acteur. Et ensuite, l'acteur peut s'en saisir pour fournir le service qu'il le souhaite. Il y a aussi un troisième moyen, c'est que dans les foyers français, avec le compteur Linky qui est déployé, mais même avec les précédentes générations de compteurs, il y a une sortie qui est localement sur le compteur et qui permet de sortir les données de consommation en temps réel directement sur le compteur. C'est l'interface locale du compteur, aussi dit la TIC, téléinformation client. Et donc là, c'est des informations en temps réel de façon très fréquente, donc là c'est vraiment à la seconde, qui peuvent être lues directement sur le compteur. Et enfin, on ne s'est pas limité à ça dans notre étude, on a aussi regardé les données qui sont mesurées à partir d'autres capteurs dans la maison. Des acteurs, des équipementiers ont par exemple conçu des prises connectées sur lesquelles on branche des appareils comme on le ferait habituellement, sauf que la prise derrière mesure la consommation de l'objet et aussi peut parfois piloter. Donc des prises, des thermostats, des équipements qui se mettent sur le tableau général basse tension, des pinces ampères métriques, enfin il y a tout un écosystème d'objets connectés complètement indépendants du compteur qui relèvent des données et puis les transmettent après sur Internet. Ok.
Du coup, avec tous ces moyens, les acteurs ils sont capables de fournir un certain nombre d'offres. Mais quel type d'acteurs on a en face de ce marché? Alors là aussi, c'était assez intéressant de voir qu'en fait, on a une grande diversité d'acteurs qui proposent ces solutions. Donc ça va vraiment de la jeune start-up jusqu'au grand groupe. Et puis, évidemment, on a une majorité d'acteurs du secteur de l'énergie, mais pas que. On a aussi vu, par exemple, des assureurs ou des entreprises du secteur des télécoms qui proposaient ces solutions. Et on constate qu'il y a quand même pas mal de start-up, et ce qui montre que c'est quand même un secteur qui est assez dynamique et innovant. D'accord. Et du coup, j'imagine quand même, il y avait 49, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, 49 services qui ont été listés. Il y a des choses qui les distinguent les uns des autres, ils n'ont quand même pas tous la même offre. Non, bien sûr. Donc, on a la fonctionnalité qui est la plus présente, ça va être un suivi de consommation en fait, avec différents pas de temps, donc évidemment annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier, mais aussi ça peut être horaire et même plus fin que ça. Et puis il y a beaucoup de comparatifs aussi de consommation avec des foyers similaires selon certains critères. Bon, c'est assez normal que ce soit la fonctionnalité qui revienne le plus, parce qu'en fait il y a une obligation des fournisseurs d'électricité à fournir un historique de données à leurs consommateurs au minimum annuel et mensuel. Mais après, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui viennent soit en complément, soit d'autres qu'on a référencées. Donc il y a évidemment tout ce qui est pilotage des appareils, donc le chauffage c'est le plus fréquent, mais aussi on a, comme disait Fabien, le développement de prises connectées, par exemple, qui peuvent servir à piloter pas mal d'appareils différents. Après, il y a tout ce qui va être alerte, donc alerte en cas de surconsommation ou alerte si la puissance soutirée elle est trop forte. Il y a aussi tout ce qui va permettre d'avoir un suivi budgétaire pour mieux maîtriser son budget. Et puis, il y a de nouvelles offres qui vont apparaître parce qu'on a un développement du véhicule électrique et de l'autoconsommation. Donc, voilà, ce type de fonctionnalité. Ok, du coup, puisque tu parles d'autoconsommation, du coup les producteurs, ils ont sans doute aussi, les acteurs qui sont à la fois consommateurs et producteurs, et j'imagine qu'ils ont des offres qui sont un peu plus particulières. Oui, tout à fait. On voit que c'est une niche du marché qui est en constante augmentation. C'est des services de données pour les producteurs, pour les aider à mieux comprendre la production qu'ils ont chez eux, à la comprendre, et aussi, là c'est pas à la maîtriser, mais c'est à veiller à ce que leur équipement fonctionne bien, par exemple, avec des systèmes d'alerte ou de comparaison pour savoir si par exemple le panneau solaire ou l'éolienne fonctionne bien de façon continue. Donc c'est des services qui continuent à se développer. On en a vu quelques-uns, mais ça continue à se développer. Et de même que tu as mentionné autour du véhicule électrique, on a vu que c'est en démarrage. On a vu que quelques services permettaient de suivre sa recharge et voir, pour certains, de faire ce qu'on appelle du smart charging, donc la recharger, permettre la recharge par exemple quand l'électricité est à bas coût ou bien qu'il y a une production locale d'énergie. Donc ça, c'est des services de données qui sont en émergence et dont on s'attend à ce que ça génère tout un nouveau lot de fonctionnalités qui vont être en complément de celles que tu as mentionnées tout à l'heure, Mélinda. Et du coup, là tout à l'heure, j'ai pas rebondi tout de suite, Mélinda, quand tu nous en as parlé. Tu nous as parlé qu'en fait, dans les typologies d'acteurs, il y avait des startups, il y avait plein, c'était un écosystème relativement riche, et puis qu'il y avait même des acteurs qui n'étaient pas du secteur de l'énergie, qui commencent à regarder et qui montent sur des offres. Il y a des choses, tu peux compléter peut-être ce point un petit peu particulier? Oui, tout à fait. J'avais déjà mentionné un peu ce qui était donc assureur, entreprise télécom, mais maintenant on remarque qu'il y a de plus en plus, par exemple, de constructeurs automobiles et même du secteur de la grande distribution qui vont venir concurrencer les acteurs historiques en fait du secteur de l'énergie. Et c'est quand même assez lié au fait qu'il y a beaucoup de services différents au final qu'on va pouvoir développer avec tout ce qui est capteur et même avec les compteurs liquides. Donc il y a ce qui est mieux maîtriser sa consommation d'énergie, mais il va y avoir des services aussi qui vont émerger type smart home et puis d'autres services qui vont être liés au pilotage de la recherche du véhicule électrique comme disait Fabien et aussi parce qu'il y a par exemple gestion de la production des panneaux solaires et le stockage qui peut être associé. Donc tout ça, en fait, ça va attirer des acteurs qui peuvent venir de secteurs très différents. Mais ces offres, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup finalement de l'électricité. Elles tournent vraiment autour de l'électricité ou c'est plus large? Alors nous, en effet, on a plus de 50% des offres qui vont impliquer un autre vecteur énergétique ou d'autres réseaux. Donc je crois dans l'ordre gaz, eau, mais on a aussi fuel et même bois.
Et puis, on peut aussi avoir des services qui vont croiser des données énergétiques avec d'autres types de données. Par exemple, des données météorologiques, pardon, pour avoir un diagnostic un peu plus fin. Voilà, et puis évidemment, il y a tous les services Smart Home aussi qui peuvent impliquer de pouvoir aussi contrôler des volets roulants ou ce qui va être lié à la sécurité, par exemple. Et du coup, comment on a dit qu'en fait ces services ils se basent à la fois, donc en tout cas pour ce qui est l'électrique, sur les données des compteurs, en tout cas au Linky ou au compteur communicant au sens large. Ils intègrent aussi des données d'autres capteurs pour pouvoir fonctionner? Oui, tout à fait. On voit que plusieurs services mélangent des données provenant de capteurs différents. Et quand on regarde nos 49 services, on voit que la majorité d'entre eux s'appuient sur les compteurs communicants Linky. Il y en a une partie qui utilise les compteurs Linky via les fonctionnalités de réception automatisée des données. Donc ça, c'est un service du coup gratuit, enfin qui n'est pas facturé par le distributeur et qui permet d'obtenir des données de façon non facturée par le système informatique. Et l'autre moitié qui utilise le compteur Linky via le récepteur local qui est sur le compteur. Donc là, il suffit, entre guillemets, d'avoir un petit matériel qui va lire les données du compteur. Voilà, donc on a la majorité qui appuie sur le compteur et environ un tiers qui utilise des données provenant d'autres capteurs. Donc ceux qu'on a cités tout à l'heure, les pinces ampères-métriques, les équipements sur le tableau de bord, des prises connectées, des thermostats, etc., qui mesurent à leur manière la consommation dans le logement. Et du coup, ça se passe comment en termes, cette fois, d'expérience utilisateur? L'utilisateur, comment il interagit, comment il consulte ces informations? La plupart des services, c'est des interfaces web. C'est donc un site web sur lequel le client, le citoyen va et puis peut consulter sa consommation, bénéficier de conseils, bénéficier de toutes les fonctionnalités que Mélinda a citées. Quelques-uns utilisent des applications mobiles. Il reste assez rare. Par contre, en tout cas, quand c'est des interfaces web, la plupart du temps, elles sont lisibles aussi bien sur ordinateur bureau que sur mobile. Et quelques-uns en plus rajoutent l'application mobile. Et on a aussi noté que quelques services utilisaient des afficheurs locaux. Ce qu'on appelle les afficheurs déportés. Donc c'est des afficheurs qui sont dans la maison et qui, liés directement au compteur, affichent en temps réel la consommation. Donc plusieurs des services qu'on a recensés utilisent cette fonctionnalité pour interagir avec le client. D'accord. Mais du coup, la tendance, c'est quand même fortement l'interface web. On sait l'expliquer de façon plus précise, Mélinda? Alors oui, il y a deux choses notamment qui l'expliquent. D'une part, c'est le coût. Parce qu'on a vu dans notre étude qu'il y avait beaucoup d'applis ou d'interfaces web où c'était des services qui étaient gratuits en fait. Alors que quand on a un afficheur déporté, ça peut se chiffrer à plusieurs centaines d'euros. Et puis, deuxième raison, c'est aussi une difficulté technique des fois. Si on a un compteur qui est à l'extérieur du logement, par exemple, ça peut être plus compliqué d'avoir un afficheur déporté. Voilà. Et à ce titre, j'aimerais mentionner aussi le fait que la réglementation a évolué pour tenir compte de ces difficultés. Parce qu'au départ, pour les foyers en situation de précarité énergétique, il était prévu qu'ils puissent avoir accès à un afficheur déporté pour avoir leur consommation en temps réel et avec un équivalent en euros. Et compte tenu des difficultés que je viens de mentionner, maintenant, à partir de mai 2021, on peut avoir une solution qui est une appli ou une interface web pour ce suivi. Et si on regarde maintenant un peu plus sur l'angle technique, tu as dit tout à l'heure, Fabien, la genèse, la réflexion, c'était aussi le déploiement de Linky. Du coup, est-ce que ces solutions, elles exploitent vraiment bien le compteur Linky et ses fonctionnalités? Alors, c'est vrai que la plupart des services qu'on a recensés déjà utilisent les données, c'est-à-dire la fonctionnalité qui consiste au fait que le compteur soit communicant, donc qui relève, qui mesure des données et qui le communique à Enedis et ensuite que le client peut les communiquer aux autres acteurs, ou bien la relève de données sur le compteur directement. Mais on voit qu'il y a encore des fonctionnalités de Linky qui sont pas encore utilisées, notamment le pilotage d'équipements via les contacts. C'est vrai que pour l'instant, il y a une certaine difficulté puisqu'ils leur usage est adossé au tarif. Donc c'est le fournisseur globalement qui peut piloter des usages à partir de ces contacts-là. Donc, mais même dans ce champ-là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup encore d'offres qui existent. Aussi des fonctionnalités autour des messages courts. Donc le compteur permet d'envoyer des messages courts. C'est quelque chose qui est en expérimentation. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas encore utilisé. En tout cas, globalement, on sent qu'il y a encore tout un potentiel d'utilisation de Linky qui est encore à faire.
Parce que comme le mentionnait Mélinda tout à l'heure, contrairement aux objets, aux autres capteurs, Linky, c'est une infrastructure qui est disponible, qui est sur place et qui est gratuite pour l'utilisateur et le tiers. Donc on pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites de façon complémentaire pour enrichir l'offre, pour créer des nouveaux services aux citoyens. Ok. Et j'imagine qu'il y a quand même des contraintes, en tout cas des choses qui sont un peu plus compliquées à faire fonctionner. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de capteurs qui existent aussi dans l'habitat, avec lesquels il va falloir communiquer, les faire fonctionner les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a des problématiques autour de l'interopérabilité, par exemple? Oui. En fait, on voit que comme ce marché est relativement récent, les 49 services, je pense, si on avait fait l'exercice il y a 2 ans, on en aurait peut-être vu une dizaine. On a encore pour l'instant affaire à des écosystèmes relativement fermés, où les acteurs, nos 49 acteurs, ont des protocoles de communication, des formats de données, des manières d'interagir avec le client qui leur sont propres et qui sont souvent propriétaires. D'accord. On voit que les acteurs de la domotique qui avaient connu ce problème-là ont maintenant des standards, même si on voit qu'il y a beaucoup de standards dans la domotique, mais au moins ils utilisent certains acteurs domotiques utilisent des standards ouverts et qui sont reconnus. Donc il y a encore de la bataille dans ce secteur-là, mais à l'énergie on n'en est même pas encore là. Pour l'instant, on a vu dans nos 49 services qu'il y avait beaucoup de formats propriétaires, d'écosystèmes fermés, qui ne sont pas adossés à des standards et qui ne sont pas normalisés. Mais nul doute que du coup tous les services de domotique vont aussi peut-être aider à standardiser et en tout cas faire monter ce potentiellement. Puis c'est vrai qu'on a vu beaucoup de services viser à rajouter à des services domotiques une partie de consommation d'énergie. Donc peut-être que ça va être un moteur pour aller vers plus d'interopérabilité aussi dans la partie énergie. Ok. Mélinda, si on parle maintenant un petit peu plus des aspects économiques de ces offres, comment elles sont, quels sont les modèles d'affaires qui sont proposés finalement? Alors en effet, on a vu qu'il y avait beaucoup de modèles d'affaires différents, ce qui est, je pense, le symptôme du fait que le marché n'est pas encore très mature. Donc il y a une grande partie des services qui peut être gratuit. Alors pour plusieurs raisons, ça peut être parce que c'est adossé à la fourniture d'offres d'électricité, ça peut venir en complément d'un autre service qui est payant, ça peut être une collectivité qui propose ce service gratuitement à ses usagers. Il y a aussi, il peut y avoir une logique freemium, on prend au départ un service de base qui va être gratuit, et puis les autres services vont être payants. Et puis il y a un certain nombre donc, de services qui sont eux payants, soit par des abonnements, donc du pilotage d'équipements à distance jusqu'à des garanties anti-dépassement de budget. Et puis évidemment, si on achète un équipement, là il peut y avoir des coûts, voire des fois c'est sur devis. Et c'était d'ailleurs quelque chose qu'on a vu qui était notable dans l'étude, c'est que dans ces services, beaucoup sont gratuits. Donc les foyers français ont aujourd'hui la possibilité d'avoir des services gratuits, facilement accessibles, mais on se rend compte qu'ils sont relativement peu connus. D'ailleurs, tu vas en parler pour les suites. Voilà, t'anticipes la dernière partie, un petit peu les recommandations. On a dit que dans l'étude, il y avait une partie recommandations. Du coup, quelles sont un peu les grandes recommandations que vous avez, les grandes lignes de recommandations que vous avez pu percevoir? Alors, on a fait une série de recommandations de 3 types. Les premières, ça va être pour essayer de susciter davantage l'intérêt des consommateurs, faire mieux connaître ces solutions. Ensuite, ça va être plutôt à l'intention des développeurs de solutions pour avoir des services qui ont une vraie valeur ajoutée et puis qui participent à la transition énergétique. Et la dernière partie, ça va plutôt être pour mieux faire connaître les prérequis techniques et technologiques des solutions. D'accord. Et tu peux nous donner des exemples, là, dans les grandes lignes, un petit peu ce que ça peut être? Oui, alors déjà pour la partie faire mieux connaître ces solutions, on pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent se positionner là-dessus. Déjà les fournisseurs d'électricité, parce qu'ils donnent déjà des éco-gestes à leurs clients, donc ils pourraient faire connaître ces solutions. Ensuite, un acteur comme Enedis, qui touche un peu le grand public, il pourrait peut-être communiquer davantage sur toutes les fonctionnalités de Linky. Et puis évidemment les pouvoirs publics, parce que voilà, il touche vraiment le grand public là-dessus, donc l'ADEME ou même les collectivités. Et après, on a fait aussi des recommandations donc, pour les fournisseurs de solutions. Une recommandation que je peux citer, c'est le fait d'avoir des solutions dont on vérifie vraiment
la validité opérationnelle entre guillemets avant de la lancer sur le marché. Aller trop tôt, quoi. Voilà, on veut vraiment éviter qu'il y ait un effet déceptif parce qu'après ça peut nuire au marché dans son ensemble. Aussi penser à l'expérience utilisateur parce qu'il faut vraiment que ce soit des solutions qui soient accessibles au plus grand nombre, faciles d'utilisation. Et puis on a vu que les motivations pour avoir ce type de solution n'étaient pas forcément les mêmes selon les personnes et qu'il y a certaines personnes par exemple pour qui c'est vraiment participer à leur transition énergétique et du coup avoir par exemple un affichage de contenu carbone en temps réel de sa consommation. Ça peut être intéressant et j'ai eu une confirmation il n'y a pas très longtemps avec Light qui disait qu'ils avaient certains consommateurs où ils leur recommandaient de changer d'offre pour abandonner heure pleine, heure creuse parce que c'était pas forcément très rentable pour eux et puis les consommateurs disaient oui mais en fait on préfère payer quelques euros de plus parce qu'on sait que c'est mieux pour le réseau et que c'est mieux de consommer à des heures où l'énergie est moins carbonée parce qu'on n'aura pas des centrales thermiques qui fonctionnent. Avec des vraies convictions, quoi. Voilà. Et sur les aspects techniques, Fabien ? C'est vrai que déjà il y a une série de recommandations qui s'appliquera à nous-mêmes, que le groupe Data a fait pour nous-mêmes côté distributeur. C'est que les solutions techniques qui permettent de faire tout ça existent, mais peut-être qu'il faudrait qu'on communique davantage, qu'on dise plus aux entreprises du secteur, de la filière, aux startups, aux entreprises, aux collectivités, que ces solutions existent et peuvent aider les usagers, les citoyens à mieux maîtriser leur consommation. Donc il y a une partie là-dessus. Il y a aussi l'interopérabilité qu'on a mentionnée tout à l'heure. Il faut vraiment que la filière arrive à se structurer, il nous semble, en tout cas dans le groupe Data, pour faire émerger des standards qui rendront les écosystèmes moins fermés et pour faciliter le fait qu'un usager puisse passer de l'une à l'autre, puisse changer de solution avec le moins de pertes et de changements possibles. Parfait, c'était très riche. En tout cas, merci à tous les deux. Un grand merci pour les travaux. Un grand merci à l'ensemble du groupe de travail Data qui a participé. On a dit que c'était un grand travail collectif. Et puis maintenant, je vous propose c'est qu'on enchaîne avec des petites pastilles vidéo là où on va vous présenter deux offres. Il va y avoir Voltalis et puis Light. Donc c'est parti, à eux. Voltalis propose aux 9 millions de foyers équipés de chauffage électrique en France une solution qui leur permet de réaliser des économies d'énergie, de baisser leur consommation au moment les plus utiles au réseau. Pour cela, nous installons un petit boîtier sur chacun des radiateurs qui va venir collecter énormément de données en temps réel et grâce à nos algorithmes, nous allons à la fois leur fournir un service d'assistant personnel sur leur consommation pour maîtriser leur budget, bénéficier d'alertes, de comparaison et de tout un tas de leviers d'optimisation, mais également programmer, automatiser des gestes simples en fonction de leurs habitudes et notamment leur permettre de baisser leur consommation au moment des pointes et sans impact sur leur confort. Mais le deuxième utilisateur de nos services, c'est directement le réseau électrique qui, lui, va pouvoir profiter de cette capacité de pilotage de la consommation en temps réel et à qui nous allons pouvoir apporter un levier de flexibilité extrêmement précieux pour permettre de passer les pointes ou gérer les aléas sur l'ensemble du système électrique. Donc au final, c'est une solution qui apporte jusqu'à 15% d'économie d'énergie aux consommateurs, mais qui contribue aussi très directement à la sécurité et à l'équilibre du réseau électrique. Cette approche que j'appellerais la consommation intelligente, ça consiste à consommer au bon moment et ça répond très directement aux crises que nous affrontons aujourd'hui, la crise écologique, la crise énergétique et la crise du pouvoir d'achat. Les Français sont très intéressés par des solutions d'économie d'énergie et ils sont très inquiets en ce moment du fait des annonces sur les tarifs, mais ils ne sont pas toujours très au courant des solutions disponibles et toujours un peu hésitants avant de dépenser de l'argent pour cela. Donc une solution gratuite permet de faire un geste simple et très concret et permet de mobiliser très rapidement beaucoup de monde. Du côté du système électrique, le besoin est aussi extrêmement fort puisqu'il a besoin un besoin croissant de flexibilité, à la fois
à cause du développement des énergies renouvelables intermittentes, mais aussi à plus court terme par ce besoin impérieux de réduire notre utilisation de gaz, et y compris à travers les centrales qui apportent traditionnellement cette flexibilité. Donc nous apportons une solution vertueuse pour tout le monde et donnons plus de valeur aux économies d'énergie grâce à cette agrégation et cette bonne coordination à l'échelle de l'ensemble de la communauté des personnes que nous avons équipées. Voltalis a déjà raccordé plus d'1 million de radiateurs et nous en équipons plusieurs milliers tous les jours. Donc cette solution se développe extrêmement fortement. Et ce que nous observons, c'est que lorsque nous avons la chance d'expliquer la solution et l'approche à un particulier, très massivement, il adhère à la démarche et se fait équiper, parce que c'est assez simple de comprendre pour chacun que baisser sa consommation à certains moments plutôt que de démarrer des centrales thermiques, c'est vertueux pour tout le monde. Cependant, ce que nous observons, c'est que cette approche est encore extrêmement mal connue des particuliers. Donc nous avons encore besoin de relayer l'information. Nous sommes appuyés dans ces démarches par des collectivités locales qui commencent assez fortement à se mobiliser à leur échelle pour diffuser l'information sur leur territoire à leur population. Le potentiel est gigantesque, puisqu'en France, le secteur résidentiel et le tertiaire pourraient représenter 10 à 15 gigawatts de flexibilité pour le système électrique et peut être mobilisé extrêmement vite. Et d'ici à l'hiver prochain, plusieurs centaines de mégawatts pourront être raccordés, et ce d'autant plus vite que les pouvoirs publics et les gestionnaires des réseaux contribueront finalement à partager ce problème et à intégrer l'idée que les particuliers, les consommateurs, peuvent accepter de rentrer dans la démarche et de jouer un rôle actif dès lors qu'on le leur explique et qu'on leur permet de jouer ce rôle, et notamment sans frais, ce qui est un facteur d'adhésion extrêmement fort. Alors Light est né sur une histoire avec un voisin. En fait, j'avais un voisin qui avait pour habitude de lancer ses machines à laver la nuit, ce qui avait le petit inconvénient de nous réveiller en pleine nuit. Et donc un matin, j'ai discuté avec lui et je lui ai demandé pourquoi il a lancé ses machines à laver la nuit. Et il m'expliquait c'est parce que ses parents lui ont toujours dit de lancer ses machines à laver la nuit parce que c'était plus économique. Et je lui ai demandé si vraiment il était certain de ça. Et donc on a fait l'analyse pour vérifier ça. La chance, c'est qu'il avait le compteur Linky, donc les nouveaux compteurs, qui ont permis de récupérer très facilement les données et de vérifier. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ces options tarifaires, ces heures pleines heures creuses, elles n'étaient pas du tout rentables. Elles lui faisaient perdre de l'argent. Et donc, tout le monde a été content. Lui, il a retrouvé une option qui était plus intéressante. Et nous, on a retrouvé la paix pendant nos nuits. Derrière, j'ai vérifié ça auprès de mon entourage et je me suis rendu compte que c'était une histoire qui touchait beaucoup de gens. Et c'est de là où, avec mes cofondateurs, Mathieu et Norida, on a démarré l'aventure Light avec l'idée de faire une analyse très simple, directement à partir des données des compteurs communicants, pour vérifier si les options tarifaires sont bien adaptées et commencer à engager les gens dans le sujet de la transition énergétique. C'est vraiment la mission de Light, c'est d'accélérer la transition énergétique des consommateurs. Ce qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les compteurs communicants sont déployés dans toute la France. 91% du territoire est déployé et c'est une opportunité unique. Ça permet de développer énormément de services. En se plongeant dans toutes ces données, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que simplement le sujet des options tarifaires. On pouvait aller sur les sujets de performance énergétique. On a la capacité de réaliser un bilan de performance énergétique en quelques clics, sans que personne ne se déplace. On peut aller plus loin aujourd'hui dans le véhicule électrique. Comment on prépare l'arrivée d'un véhicule électrique, de la recharge d'un véhicule électrique. Et finalement, aujourd'hui, avec Light, on est une marketplace autour de tous ces services énergétiques pour donner les moyens aux consommateurs de trouver quelles sont les meilleures solutions pour agir sur leur consommation d'énergie et accélérer encore une fois leur transformation des usages. Le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une trop forte méconnaissance sur le potentiel autour de toutes ces données. Les données ont vraiment une capacité à pouvoir permettre de faciliter et d'accélérer toutes les mécaniques autour de la transition énergétique, que ça soit de la rénovation énergétique ou que ça soit de mesurer aussi l'impact des actions qui sont menées. Il est essentiel aujourd'hui que tout le monde ait conscience de la puissance de ces données et qu'elles puissent être utilisées dans les démarches, dans les politiques publiques, pour mesurer l'impact des politiques publiques et s'engager. Et je pense encore plus à l'actualité. On arrive devant un hiver qu'on sait qui va être difficile pour le réseau électrique. Il est essentiel de pouvoir engager le consommateur et finalement, aujourd'hui, de permettre
aux consommateurs de reprendre le contrôle, de les engager, c'est essentiel. Et comment on arrive à trouver les bons partenariats entre les acteurs publics, les acteurs privés, comment on permet de faire de la communication auprès des consommateurs qui encore trop souvent n'ont pas connaissance de tout le potentiel qui existe de services énergétiques, et finalement derrière comment on engage encore une fois des vrais partenariats pour réussir cette transition énergétique. Voilà, donc après ce petit intermède avec les petites présentations des offres de Voltalis et de Light, on se retrouve de nouveau pour une seconde table ronde. Cette fois, on a le plaisir de recevoir 3 invités. J'ai un peu la pression là tout d'un coup. Claire Vast, Guillaume Bullier et Étienne Latimier qui représentent Enedis, l'ACRE et l'ADEME. Je vais peut-être, pour commencer, vous laisser peut-être un petit peu vous présenter, vous dire un petit peu vos activités et puis parler aussi des organisations que vous représentez. Bon, je commence. Merci pour cette invitation. Donc moi, je représente Enedis. Enedis, c'est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour 95% de l'Hexagone. Et donc, ça représente, pour donner un ordre de grandeur, 1,4 million de kilomètres de lignes. On sert 37 millions de clients. Et puis, on héberge, finalement, on reçoit 90% des ENR qui sont connectés sur ce réseau de distribution. Donc des grands challenges à venir, d'accélérer les temps de raccordement avec non seulement la croissance des ENR, mais aussi celle de la mobilité électrique qui va arriver. Bien sûr, la sécurité du réseau, un enjeu important, et puis sa conduite dans un environnement qui change autour de la transition écologique. Et donc Enedis est très très impliqué sur ces enjeux de transition. Voilà. Et moi, je suis donc directrice data et numérique d'Enedis. Et mon rôle, c'est vraiment, avec l'ensemble des équipes qui sont concernées, d'animer ce qu'on appelle une digital factory, très centrée autour de la donnée, et qui a comme objet notamment de développer des services de données, et tout à l'heure vous en avez parlé, en ce qui concerne les sujets autour des données de Linky, mais pas uniquement. D'accord, donc vous êtes au cœur du réacteur, au cœur du sujet. Guillaume ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Guillaume Bullier, je suis chargé des Smart Grids à la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie, c'est l'autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de l'énergie, donc à la fois les marchés et les réseaux. Donc parmi nos principales missions, il y a celle de donner, de réguler les gestionnaires de réseaux qui sont en monopole et de leur donner à la fois les moyens et les incitations de rendre le meilleur service possible aux utilisateurs du réseau à un coût maîtrisé. Sur les smart grids, on finance et on suit la recherche, les innovations des gestionnaires de réseau. On leur donne évidemment les incitations à industrialiser aussi les solutions qui sont pertinentes, qu'on identifie comme pertinentes. Et on formule des recommandations dans différents rapports pour faire en sorte que les smart grids de manière générale se développent. Et il y a notamment le sujet des services aux consommateurs qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour les réseaux, sur lesquels on formule du coup aussi des recommandations. D'accord. Et je prends la suite. Bonjour à tous, Étienne Latimier. Donc, mais oui, effectivement, merci de me donner l'opportunité d'intervenir dans ce webinaire. Donc moi, je travaille pour l'ADEME. L'ADEME, donc agence d'État qui est là en soutien de l'innovation sur la transition écologique dans le but d'atteindre, on va dire, d'arriver sur une société plus sobre et plus durable. Moi précisément, je travaille sur les sujets liés à l'énergie et à l'intégration des énergies renouvelables au réseau et du stockage dans le but d'avoir, on va dire, un équilibre entre l'offre et la demande sur le réseau et de faciliter l'intégration des nouveaux services également et de nouveaux usages, c'est que la mobilité électrique. Alors pour faire un peu la présentation de ces thématiques sur lesquelles nous travaillons à l'ADEME, je peux faire le lien avec la stratégie d'accélération sur laquelle on a travaillé à l'élaboration et maintenant à la mise en œuvre, stratégie d'accélération qu'on appelle TAS, technologie avancée des systèmes énergétiques, qui s'oriente autour de 3 gros points. Le premier étant le développement et l'optimisation des infrastructures. Donc c'est des outils d'aide pour le pilotage et d'aide à la décision pour l'investissement sur les réseaux.
On va aussi regarder sur ce point-là le besoin de coopération entre les acteurs. C'est un point qu'on essaie de regarder beaucoup à l'ADEME, que ce soit sur du multifluide, donc les acteurs travaillant sur les vecteurs énergétiques différents, mais également au sein des mêmes vecteurs, les acteurs travaillant, les acteurs privés, les acteurs publics, les gestionnaires de réseau, les collectivités, les fournisseurs, les agrégateurs, enfin, voilà, tout l'ensemble de la filière, de manière à arriver, à réussir, on va dire, cette transition écologique, cette transition énergétique. Second point vu sur cette stratégie d'accélération, c'est tout ce qui est développé, l'optimisation en temps réel des réseaux. Donc là, ça va être vraiment de l'innovation autour du pilotage, autour de l'électronique de puissance pour l'intégration des ENR, par exemple. Et de tous les outils servant à la flexibilité des consommations, que ce soit dans le bâtiment ou alors sur l'intégration des véhicules électriques et ce qu'ils peuvent apporter au réseau en termes de pilotage de charge et de décharge. Et enfin, il y a un point sur développer un environnement numérique bénéfique pour pousser l'innovation. Donc là, ça va être toutes les questions autour de la donnée, de sa création, de son partage et de son utilisation. Donc voilà, pour faire le lien rapide sur l'actualité, cette stratégie d'accélération a donné lieu à l'ouverture de 3 appels à projets qui sont pilotés par l'ADEME, visant la mise en place de démonstrateurs de première commerciale pour pouvoir mener ensuite sur une industrialisation. Ok, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un certain nombre de thèmes en revue. Et puis déjà, peut-être pour commencer, Claire, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu justement les grands principes autour du transfert, enfin, en tout cas la récupération des données autour de Linky? Oui, donc volontiers. D'abord, en fait, Linky, c'est un projet qui commence son déploiement en fin 2015 et qui aboutit fin 2021 à 34 millions de compteurs posés. C'est un très gros programme industriel, en fait, un des grands succès aussi de ces dernières années sur les programmes industriels, qui a fait intervenir à peu près 60 entreprises partenaires, donc c'est un très très gros projet, et qui dépasse très largement celui de la donnée, c'est-à-dire il s'agit de les poser, etc. etc. Voilà, sur la raison d'être de Linky au départ, pour notamment les particuliers, c'est de finalement faciliter sans plus avoir à envoyer quelqu'un sur place pour mettre en service, pour changer ou augmenter les aspects de puissance, pour les réalimentations. C'est aussi le garant d'avoir une facture qui est réelle. Autrefois, elle était estimée. On avait une estimation tous les 6 mois ou à peu près. Et puis enfin aussi, c'est le garant du fait que cette fois-ci, on peut compter dans les deux sens, c'est-à-dire en production et en consommation. Donc ça favorise très clairement l'installation de production diffuse auprès des particuliers. Donc ça, c'est vraiment l'état initial. Et puis bien évidemment, il y a aussi dans l'enjeu de Linky le fait que du coup, on peut observer le réseau sur la basse tension. Auparavant, on ne le faisait pas, c'était pas du tout outillé. On avait des principes d'écoulement d'électrons comme l'eau qui descend la colline, si je puis dire. Et qui permet aussi une meilleure appréhension, notamment des pannes qui peuvent avoir lieu en basse tension. Ça, c'est des facteurs d'économie. En tout cas, si on est capable de les prévoir, on peut anticiper le changement de matériel, mais aussi mieux positionner les investissements et puis les équipes qui doivent aller les changer. Donc ça, c'est l'histoire de Linky. Alors, Linky a été construit, il y a un gabarit qui a été établi avec différentes parties prenantes pour dire ce qu'il pourrait faire et ce qu'il ne pourrait pas faire. Donc, pour servir les propos que je viens d'indiquer. Donc, en fait, typiquement, Linky, il a 2 façons de remonter les données. D'abord, ces données-là, enfin, notamment les données de consommation, c'est des données qui appartiennent aux consommateurs ou aux producteurs, selon ce qu'ils soient. Donc, finalement, c'est eux qui disent fondamentalement comment ils veulent qu'elles soient collectées. Les données, elles sont collectées dans le compteur. Et avec l'accord client, c'est le principe d'opt-in qu'on a pour le moment. Elles peuvent être, les données détaillées, donc celles que l'on mesure toutes les demi-heures, elles peuvent être ensuite remontées dans les data centers d'Enedis pour être exposées aux différentes parties prenantes, fournisseurs, mais éventuellement d'autres acteurs. On a vu des exemples tout à l'heure qui en font la demande avec le consentement du client. Alors ça, c'est un point très important.
Et donc à ce moment-là, la donnée, elle est collectée et puis remontée et exposée. Et dans le dimensionnement finalement de cette partie numérique de Linky, on l'a dimensionné de sorte à ce que la collecte, en fait, elle se fait au fur et à mesure du temps qui passe dans le compteur, et puis l'information, elle est remontée pendant la nuit. Donc globalement collecté 34 millions d'objets, hein, c'est quand même énorme, et avec une particularité, puisqu'on on utilise sur une partie le courant porteur en ligne, et donc on remonte la donnée qui ensuite est disponible le lendemain. Donc ça, c'est vraiment pour tous les usages qui ne nécessitent pas d'avoir des éléments de décision de temps réel. Et pour ces éléments-là, on a développé ce qu'on appelle une TIC, donc c'est téléinformation client, je crois, le nom du TIC, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, derrière laquelle qui, elle, peut exposer des données en temps réel et à des fréquences de mesure plus basses que celles de la demi-heure, mais qui nécessite effectivement en aval du compteur le développement par d'autres que nous, puisque nous ne sommes pas responsables de ce qui va se développer côté aval compteur, une passerelle qu'on appelle un ERL qui permet en fait de récupérer ces données et d'en faire autre chose, du pilotage, etc. Et le compteur a lui-même, un petit peu, Fabien le disait tout à l'heure, d'autres fonctions qui sont très peu utilisées aujourd'hui, les messages courts, les contacts virtuels, un contact sec qui lui est utilisé, hein, typiquement c'est lui qui pilote les ballons d'eau chaude, mais comme c'était le cas avec les anciens compteurs, mais il y a encore de la possibilité, et je crois que ça a été très bien expliqué dans la première partie de la table ronde, de l'exposé, qu'il y a encore un gisement de possibilités pour exploiter ce compteur, aval compteur. Faut-il encore effectivement que les différents acteurs, fournisseurs de matériel, mais aussi d'offres, de services ou de fournitures, puissent en trouver une valeur. Très bien. Et du coup, peut-être Guillaume peut-être compléter, mais c'est vrai que déjà il y a un chantier énorme, puisqu'en fait on voit qu'il y a 49 offres qui ont été relevées, il y en a sans doute bien plus, mais déjà 49 qui ont été relevées, qui utilisent ces données, donc c'est qu'il y a déjà eu un travail important. Oui, on peut déjà se féliciter effectivement du fait que plus de 90% des points de livraison sont équipés de compteurs communicants aujourd'hui, qui permettent déjà la remontée de données, qui permettent la réalisation de téléopérations. Et donc c'est aussi déjà des économies qui sont réalisées par le gestionnaire de réseau, ils sont répercutés aux consommateurs, donc ce sont des économies pour les consommateurs de ne pas avoir à faire se déplacer des techniciens pour la relève ou pour ces opérations. Il y a des gains d'efficacité grâce à la résolution de pannes grâce au compteur. Et puis ces données, aujourd'hui, on a plus de 6 millions, de l'ordre de 6 millions de consommateurs, de clients qui vont consulter leurs données alors à travers l'espace Enedis ou leurs fournisseurs ou des tiers. Mais ce partage, cette capacité à diffuser, à partager les données en cas de consentement du client, elle fonctionne, elle est effective. Il y a des enjeux d'assurer la transmission dans des délais rapides, mais la chaîne Linky fonctionne, c'est un succès. Et aujourd'hui, c'est surtout du côté de l'aval compteur qu'on va chercher à développer de nouveaux services. Et de ce côté, justement, ça a été relevé, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais on va peut-être en parler un petit peu plus, justement, dans les freins. Il y a l'ERL qui a été un des sujets qui ont été vus comme étant un des freins. Quel est le point de vue, justement, de la Creux sur ce sujet ? Alors, l'ERL est effectivement une brique indispensable pour lire en temps réel ou quasi temps réel les données du compteur et de fournir du coup des analyses de consommation, des alertes aussi en cas de dépassement de la consommation, et puis pour le pilotage de certains équipements, que ce soit avec les contacts secs et virtuels, ou que ce soit aussi en fonction de la puissance souscrite et la puissance instantanée pour par exemple piloter la borne de recharge du véhicule électrique pour éviter d'augmenter la puissance souscrite et du coup de payer un abonnement plus cher. Donc il y a plein d'opportunités qu'offrent ces ERL. Aujourd'hui, alors ils se développent peu ou ils se sont peu développés jusqu'à présent, d'une part, étant donné que tous les foyers n'étaient pas encore équipés de Linky, donc on est vraiment au début de la phase de génération et de développement, d'émergence de tous ces nouveaux services. Il y a aussi un enjeu de coût. En fait, ces ERL à fabriquer, à envoyer aux clients, voire à récupérer lorsque on est dans un modèle plus de location ou de prestation de service qui est adossé souvent à des offres de fourniture, en fait génère des coûts et parfois un risque aussi qui est porté par le fournisseur, lorsque c'est le fournisseur d'électricité qui propose ces ERL
URL et ses dispositifs de suivi en temps réel de la consommation, qui fait qu'il a parfois du mal à amortir, ou il prend le risque que le client change de fournisseur et que l'URL, au final, il ne va même pas dépenser l'argent pour récupérer l'URL et ce sera des coûts échoués pour le fournisseur. Donc il y a certainement un enjeu d'interopérabilité pour s'assurer que le client, le jour où il s'équipe d'un URL, que ce soit son propre URL qu'il a acheté lui-même, ou que ce soit un fournisseur qui lui envoie un URL, qui puisse le conserver tout en changeant d'offre de fourniture, qu'il soit aussi interopérable, parce qu'il n'y a qu'une seule prise TIC sur le compteur. Donc si je veux que ma borne de recharge puisse communiquer, qui n'est pas une borne de recharge de la même marque que mon fournisseur d'énergie, je veux aussi qu'elle puisse communiquer avec cette URL. Donc il y a quand même des enjeux d'interopérabilité qui aujourd'hui sont peut-être pas encore assez concertés et sur lesquels la discussion doit s'ouvrir. C'est un enjeu de réduction des coûts, donc ça améliore le modèle économique de ces URL. Et puis même dans le cadre du décret qui prévoit pour les consommateurs précaires la proposition gratuitement de ces services de suivi en temps réel de la consommation. En fait, ce sont des charges de service public qui financent ces dispositifs. Donc il y a aussi un enjeu d'économie. Au final, c'est quand même la facture des consommateurs qui sera contente. Et du coup, Claire, du point de vue d'Enedis, justement là-dessus, un petit peu, parce que vous l'avez bien dit, l'URL, depuis le début, de toute façon, c'était acté que ça ne faisait pas partie du rôle initial. Donc, moi, je pense qu'on partage complètement le fait qu'on a besoin d'animer des enjeux de standardisation. Ça, c'est très clair. C'était un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, pour pouvoir utiliser tout le potentiel de cette éthique-là, il faut que on fasse des expérimentations, mais aussi qui, au-delà de la standardisation de l'URL, puisse standardiser aussi la façon dont éventuellement la TIC expose ses données, etc., etc. Donc il y a peut-être une concertation. En fait, nous, on pense que c'est intéressant. Pour les acteurs qui voudraient se positionner sur les URL, on a une dynamique d'aide pour garantir qu'ils pourraient être Linky Ready. Donc ça, vraiment, on les accompagne, on accompagne les constructeurs pour pouvoir les aider. Il y en a déjà qui existent et qui sont étiquetés Linky Ready. Donc différents constructeurs proposent ça. Mais il faut amplifier, il faut effectivement arriver à converger vers quelque chose qui puisse être de plus en plus fluide pour pouvoir encore plus valoriser cette sortie-là, puisque de fait, il y a quand même beaucoup d'informations qui pourraient être disponibles et qui le sont, et puis aussi pour faciliter finalement à Valcompteur les situations que vous décriviez juste à l'instant. Ça, c'est très clair. Oui. C'est pas nécessairement notre rôle, mais nous, notre rôle, il est vraiment autour de logique du marché. Il faut que le marché ça arrive à se trouver finalement exactement comment il va se positionner par rapport à tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres freins qui ont été vus, identifiés par la CRE sur lesquels vous souhaiteriez, vous, pouvoir intervenir, que la CRE puisse avoir des actions? Alors, c'est pas forcément, tout ne relève pas forcément du pouvoir de la CRE, d'Enedis. Parfois, on a aussi besoin que le cadre réglementaire évolue. On pense notamment au sujet de la collecte des courbes de charge, qui aujourd'hui repose sur le consentement du client, non seulement pour la transmission à des tiers, mais déjà pour la collecte par Enedis. Le frein que ça génère, c'est qu'un client qui ne s'est jusqu'à présent jamais préoccupé de sa consommation d'électricité, s'il décide aujourd'hui d'aller transmettre ses données à quelqu'un, ses données de comptage à un tiers ou un fournisseur pour avoir une analyse de sa consommation sur plus d'un an, pour avoir des recommandations, par exemple sur son offre de fourniture ou sur des services de pilotage ou des changements d'usage qui seraient pertinents. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir un historique de données suffisamment profond. Donc l'idée serait que le gestionnaire de réseau puisse, sauf opposition du client, on reste toujours dans un cadre où le consentement du client est assuré d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le client garderait un droit d'opposition à la collecte de ces données. Mais l'idée est que le gestionnaire de réseau, en tant que tiers de confiance, collecte ces différentes données pour être en mesure d'avoir un historique à partager avec l'utilisateur et que l'utilisateur puisse le partager à différents tiers pour obtenir des services supplémentaires. J'imagine que ça induit quand même d'autres contraintes du coup. Parce que c'est... Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans le compteur, on garde un certain historique à des pas de 30 minutes, d'accord, et effectivement, on ne couvre pas une année pleine.
Et pour pouvoir faire des offres, notamment si les clients ont du chauffage électrique, avoir l'hiver est intéressant parce que sa consommation l'hiver peut engendrer finalement des types d'offres extrêmement variés. Il y a aussi la qualité de son habitat, etc. Mais ça joue assez fortement. Alors là-dessus, il y a plusieurs approches. C'est-à-dire soit on se dit, puis on a déjà discuté aussi, soit on se dit on continue à les laisser dans le compteur, mais éventuellement au lieu, parce que par contre le compteur, lui, il a été, c'est très difficile d'aller changer sa mémoire. Hein. Ça voudrait dire aller faire 34 millions de déplacements juste pour ça. Donc c'est compliqué et ça serait coûteux pour les Français. Hein. Donc on se dit, on collecte moins, on collecte juste toutes les heures et pas toutes les demi-heures. Et alors là, on aurait plus de mois. Et ça ne nécessite pas de remonter les données dans les data centers. Ils restent là et quand on en a besoin, on va les chercher, mais à des pas plus larges. Pour autant, pour la sensibilité thermique de l'hiver, je pense une mesure par heure, ça devrait être jouable, hein, me semble-t-il. Soit, effectivement, l'autre approche, c'est de dire on remonte tout par défaut. Donc là, si on remonte tout par défaut, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, les tuyaux, les tuyaux qui remontent les données, ils ont été construits avec le gabarit qu'on s'était fixé à une largeur, ou si vous voulez, la largeur de l'autoroute, elle permet de passer un certain nombre d'informations, mais pas tout. Donc là, ça dépend du choix qu'on ferait, mais elle pourrait être plus ou moins coûteuse en fonction des choix effectivement que l'on opère. Donc il faut toujours garder dans le viseur, en fait, trouver les bonnes solutions techniques. Les solutions, elles existent, elles ont un coût de mise en œuvre, de test, etc. Il faut toujours se rappeler qu'une solution technique, il faut l'éprouver pour la réalité. C'est pas parce que techniquement, théoriquement, elle existe qu'on la met en œuvre de façon efficace. Et puis, donc, peser la solution versus, effectivement, le gain pour les consommateurs. Ça, je pense que c'est extrêmement consommateurs et producteurs, très clairement, les deux parties. Très bien. On va essayer de passer un peu sur un autre thème. On va peut-être plus maintenant rebondir un petit peu sur les sujets d'économie d'énergie. Et du coup, se retourner vers vous, Étienne, pour, dans le cadre justement de la précarité énergétique et des économies d'énergie, quelle est la vision de l'ADEME sur le rôle que peuvent avoir ces offres de services dans ce domaine ? Alors, ces offres de services et les smart grids, d'un point de vue général, sont une vraie opportunité d'innovation dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, mais également dans la maîtrise de la puissance, en apportant de la flexibilité sur la consommation et en faisant de l'effacement. C'est deux démarches qui sont plutôt bonnes à allier. Et on peut regrouper donc 4, on va dire, grands objectifs, grands intérêts sur ces démarches-là. La première, il y a un impact environnemental avec la capacité de réduire la mise en application, la mise en œuvre de moyens de production plus carbonés, très carbonés. Il y a aussi un impact, l'impact réseau, que ce soit sur aider à l'équilibre entre l'offre et la demande, et puis limiter les contraintes sur le réseau, les contraintes techniques sur le réseau. Et enfin, il y a la capacité à favoriser l'émergence de bâtiments à énergie positive. Donc l'ADEME peut avoir un premier retour d'expérience sur ces démarches-là. Depuis une dizaine d'années, le lancement du programme d'investissement d'avenir, on a vu plusieurs projets se lancer sur ces sujets-là. Alors il y a quand même, on va quand même mettre des parenthèses et des astérix, on va dire, sur ces résultats-là, parce que on va dire que le marché évolue très rapidement. On voit récemment avec l'évolution des prix sur le marché et les valorisations économiques qu'on attend de ces projets et de ces services qui sont lancés sont peut-être plus vraies maintenant et plus les mêmes réalités qu'elles l'étaient à l'époque où on a mis en place ces projets-là il y a quelques années maintenant. Cependant, on a quand même des premiers retours d'expérience et des premiers grands enseignements qu'on peut voir. Déjà, premier grand enseignement, c'est que la valorisation et les économies d'énergie sont plus importantes sur les plus gros consommateurs. Et donc la massification de ces services et de ces usages est bien plus aisée de réaliser ça sur un secteur professionnel que sur un secteur particulier. On a vu sur plusieurs projets qu'on a lancés, pour un projet qu'on a pas lancé mais soutenu et suivi, que ces valorisations économiques sont bien plus importantes quand le gisement est gros, et qui nécessitent du coup, quand on arrive sur des puissances plus faibles, à avoir un besoin de mutualisation entre les consommateurs. Mais ces besoins de mutualisation, c'est aussi un besoin d'équipement supplémentaire et une valorisation économique qui est un peu plus compliquée à avoir. Le second enseignement, et en fait qui est lié au premier, je vous l'ai déjà un peu introduit, c'est de lier la démarche de maîtrise de la puissance à la démarche de la maîtrise de l'énergie.
Parce qu'on a vu qu'avec des outils communs, on peut allier les économies d'énergie à réaliser à la maîtrise de la puissance et les effacements réalisés. Ce qui apporte une autre valorisation économique, et qui permet de justifier, on va dire, l'investissement initial en liant ces deux démarches-là. Troisième enseignement qui est très important, c'est la sensibilisation des usagers, des acteurs. Alors déjà des acteurs professionnels, parce qu'on voit que y a aussi encore une bonne méconnaissance de ce qui est possible de réaliser et ce qui est possible d'obtenir en économie d'énergie et en retour financier, mais aussi et principalement une sensibilisation des consommateurs directement, parce qu'on voit que en fonction de la pratique et du degré de sensibilisation des acteurs, des usagers, on a des résultats qui sont totalement différents dans le potentiel d'économie réalisée, potentiel d'économie en puissance, potentiel d'économie en énergie. C'est d'autant plus criant en puissance quand on pratique de l'effacement. Certains projets qu'on a suivis, mettre en place un suivi, un accompagnement des usagers permettait d'avoir un potentiel d'effacement de 70% de la puissance sur 2 heures. Quand à côté, mettre en place des tarifs spécifiques et préférentiels sans accompagnement particulier, ce potentiel d'effacement il diminue à 5% pour une même durée. Donc il y a un besoin très important qui est là-dessus, avec là encore un petit point à mettre à jour, on va dire en quelque sorte, parce que la plupart des projets qui ont voulu mettre en place des services de flexibilité directement chez les particuliers se heurtaient au prix de l'équipement, au coût des box et à la valorisation qui était faible au final en énergie pour un usager. On était de l'ordre de 20 € par an, ce qui n'était pas nécessaire pour susciter l'intérêt. Maintenant, avec l'évolution encore une fois des prix du marché et l'augmentation du retour économique de l'effacement, il y a encore peut-être un marché à ouvrir et des nouvelles idées à inventer autour de ça. Le dernier point qui est important sur ce sujet-là et qui est aussi un enseignement qu'on a vu, c'est encore ce besoin de coopération entre les acteurs, parce que utiliser et valoriser les gisements en énergie, ça passe avant tout par les analyser et les sécuriser. Et on a besoin pour ça d'une coopération un peu large. On revient sur ce sujet du partage et de l'utilisation de la donnée, de créer des standards d'utilisation pour pouvoir permettre à tout le monde d'avancer dans le même sens, d'arriver à analyser ces gisements et pour pouvoir ensuite mettre en place les systèmes qui vont derrière pour les valoriser. Et justement, d'ailleurs, Claire, vous nous parliez, parce qu'on avait préparé un petit peu la table ronde, justement, dans cette notion de coopération, il me semble que Enedis, sur le sujet Prioreno, par exemple, c'est un sujet de coopération entre différents acteurs. Oui, tout à fait. Donc Priorino, c'est un projet qui a été mené en collaboration avec la Banque des Territoires, Enedis et GRDF, donc qui est vraiment un service pour les collectivités territoriales, parce que tout à l'heure on a parlé beaucoup de Linky plutôt autour des particuliers, et on n'a pas évoqué que effectivement Linky, ça permettait aux fournisseurs ou aux acteurs de services en fait aussi d'être créatifs dans les offres. On avait parlé plutôt auparavant dans l'exposé du bilan de l'étude, mais c'est très important pour les collectivités territoriales, et notamment ça les aide dans la maîtrise et la mise en place finalement de politiques de maîtrise d'énergie globalement et de plans énergétiques de leur ou de transition écologique de leur partie, enfin de leur zone en tout cas. Donc Prioreno, en fait, l'idée de cette coopération, c'était que le gestionnaire de réseau d'électricité d'une part, celui du réseau de distribution du gaz d'autre part, fournissent à la Banque des Territoires un certain nombre de données, bien évidemment agrégées, anonymisées, etc. En tout cas, pour celles qui en avaient besoin, et puis en tout cas qui concernaient des bâtiments publics des collectivités territoriales qui sont ciblées. Puis ensuite, il y a un algorithme finalement qui est déployé et qui fait une analyse de chacun des bâtiments et qui montre leur potentiel ou l'ensemble des actions à opérer sur ce bâtiment pour arriver à en maîtriser la consommation énergétique. Et aussi éventuellement son potentiel solaire, d'ailleurs, d'autres qualités de cette nature-là. Okay. Et l'idée, c'est vraiment d'aider la collectivité en commençant par ces bâtiments publics, mais ça pourrait être plus large, des bâtiments collectifs, etc.,
à avoir une stratégie de rénovation qui soit ciblée pour que finalement, pour ceux qui habitent une partie de ces bâtiments-là, eh bien, puissent avoir une consommation beaucoup plus basse finalement Il y a une vraie valeur concrète derrière. Finalement. D'accord. Et donc très ciblée sur effectivement des enjeux de précarité. Ok. Prenons un peu de hauteur, on va regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, parce que là on a beaucoup parlé de ce qui se passait chez nous. Est-ce que du coup vous avez, par exemple Guillaume, ou enfin tous les trois, parce que tous les trois vous avez peut-être des informations, qu'est-ce qui se passe un peu à l'étranger? On regarde un petit peu au-delà des frontières françaises, comment ça se passe? Alors il y a certains pays effectivement où des services se développent potentiellement plus rapidement. C'est dû à plusieurs raisons. Alors tout d'abord, dans certains pays, en fait, le compteur intègre directement l'émetteur radio qui permet de partager les données. Donc il n'y a pas ces ERL à installer en plus. Donc c'est une simplification qui est apportée pour les utilisateurs. C'est aussi un choix qu'on a fait en France, de ne pas l'installer directement dans le compteur pour laisser le choix aux consommateurs. Il y a aussi, en fait, dans certains pays, en particulier dans le contexte que l'on traverse, des prix de l'énergie, de l'électricité, qui sont bien plus importants et qui incitent, peut-être plus qu'en France, à faire des efforts de flexibilité ou de réduction de sa consommation. Et du coup, ces systèmes, ces différents services, outils de pilotage sont beaucoup plus rentables potentiellement dans d'autres pays. En France, on est très content d'avoir un blocage des prix de l'électricité, avoir une protection du consommateur. On ne répète pas assez que le consommateur est extrêmement protégé en France. On paye notre électricité bien moins cher que les prix de marché grâce, entre autres, à des investissements que la France a su faire au bon moment. La conséquence, c'est que le consommateur est incité, mais moins incité que certains de ses voisins qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées et où les factures sont beaucoup plus difficiles à recevoir, mais qui du coup ont des incitations beaucoup plus fortes à recourir à des services énergétiques. Claire, vous avez un complément? Non, mais je partage complètement l'analyse. Je pense que je pense aussi que ça dépend en fait finalement de l'écosystème dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il y a des pays, le compteur est plutôt côté fournisseur et pas côté gestionnaire de réseau. Il y a des pays qui ont fait le choix de mettre des moyens de communication dans le compteur qui sont de type GSM, hertzien, et que donc du coup, par nature, ils sont en protocole dit IP, c'est-à-dire compatible avec les ERL. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait vraiment le choix d'aller vers du CPL. Il y a aussi des pays qui ont refusé ces compteurs-là parce que justement, entre autres, ils étaient basés sur de l'hertzien. Donc on a un écosystème très varié selon les pays que l'on regarde. Par contre, ce que je partage complètement, c'est qu'effectivement, on est dans un pays dans lequel l'énergie, l'électricité notamment, coûte vraiment peu cher. Et que les drivers autour de la maîtrise de la transition écologique, ils vont être sur des enjeux liés au taux d'émission de CO2, qui sont très 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 prégnants dans la tête de nos concitoyens, et puis sur la maîtrise globale de la production et de sa disponibilité dans les années à venir. Peut-être Étienne, un dernier mot peut-être sur le véhicule to grid. Il y a peut-être des choses à l'étranger qui ont été... Oui, voilà, pour compléter, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. On a peut-être on peut avoir une vision d'un peu de retard sur certains développements de services, mais c'est parce que aussi les écosystèmes sont différents. Et effectivement, sur le véhicule, il y a des pays qui sont allés beaucoup plus vite dans l'équipement du parc automobile en véhicules électriques et qui ont eu l'occasion du coup de développer des services bien avant nous. On pense notamment en premier lieu aux pays scandinaves, notamment à la Norvège, qui est maintenant en rééquipement du parc et qui a lancé du coup depuis déjà plusieurs années des services de véhicules to grid, enfin de rémunération de la flexibilité sur la décharge du véhicule à grande échelle pour les particuliers. On peut quand même souligner qu'il y a des premières initiatives en France à souligner. C'est bien souvent plutôt sur ce qu'on appelait le V1G, sur le pilotage de la charge plutôt que le pilotage de la décharge, mais déjà des initiatives souvent qui passent par des applications directement faites par des opérateurs qui permettent de rémunérer un pilotage de la charge intelligent. Mais voilà, il y a un parc qui est encore inférieur en France mais qui commence à quand même bien se développer et on voit déjà des premières valorisations à faire.
Donc on peut s'inspirer de ce qui a pu être fait à l'étranger, même s'il y a un écosystème un peu différent, mais pour pouvoir valoriser ça en France, et il y a un vrai gisement à aller chercher. Ok. En complément, je pense qu'effectivement, ça c'est un sujet, le véhicule tout grid, un vrai sujet d'avenir. Mais il me semble qu'aujourd'hui, sauf si je me trompe, il y a une seule voiture qui est pré-équipée industrielle, c'est la Leaf de Nissan. Je ne devrais pas faire de la pub, mais c'est juste pour vous dire qu'on en est quand même au début de l'histoire. Ce sujet, on en est au début de l'histoire, oui, c'est sûr. Sur la mobilité électrique aussi, effectivement. Oui, ça fait partie des points. Mais effectivement, le pilotage de la recharge, sans aller tout de suite jusqu'à un pilotage bidirectionnel, déjà le pilotage de la recharge est extrêmement précieux pour aider le système électrique et recharger au meilleur moment sa voiture. Il y a une valeur à aller chercher, comme vous le disiez, de cette flexibilité, et c'est des économies potentielles pour les propriétaires de véhicules électriques. S'ils ne veulent pas se recharger au moment où ça coûte le plus cher, évidemment, ils ont un gisement de flexibilité. Le véhicule électrique, c'est un usage qui est quand même très consommateur d'électricité, qui est très facilement pilotable. Et on peut imaginer que le déploiement ou la généralisation de services de données énergétiques sera potentiellement drivé par le développement de la mobilité électrique, puisque dès qu'on a un véhicule électrique et une borne de recharge chez soi, on a toutes les incitations à piloter, donc à s'équiper d'un ERL, d'un dispositif de suivi de la consommation, de pilotage, et par ricochet, si on fait ça, on va aussi s'équiper potentiellement de systèmes de pilotage d'autres usages, ou en tout cas suivre sa consommation de plus près. Et donc, par la porte d'entrée du véhicule électrique, peuvent être embarqués de nombreux autres usages. Plein d'usages. Ça fait un peu le lien avec l'actualité, puisqu'on a entendu là, avec l'arrêt des véhicules thermiques, enfin en tout cas des moteurs thermiques pour 2035, si je ne veux pas dire de bêtises, et le déploiement massif de bornes de recharge tous les 60 km, ça va de toute façon venir alimenter aussi tous ces sujets-là. Ça rentre bien dans cette logique de toute façon. Oui, et en particulier le déploiement de nombreuses bornes de recharge et le raccordement de ces bornes de recharge, vous l'évoquiez tout à l'heure, Claire, génère des coûts aussi pour le réseau, pour la collectivité. Il y a aussi des enjeux de délai, de ressources. On ne peut pas tout raccorder en une année. Donc il y a des enjeux de flexibilité pour intégrer ces nouveaux usages qui vont augmenter la consommation d'énergie, mais pas nécessairement augmenter la pointe de consommation, donc qui ne vont pas poser de problème au système électrique, mais qui doivent justement être pilotés pour rendre service, être utiles. Et cette flexibilité de l'usage peut permettre d'optimiser le raccordement, de ne pas justement augmenter sa puissance souscrite à son domicile pour ce qui générerait des renforcements nécessaires et du coup des travaux jusque dans votre rue. Donc pour éviter ça, le pilotage de la recharge, c'est un moyen d'économie majeur. Et même pour les bornes publiques, être capable de moduler la puissance disponible sur ces bornes permettra d'éviter des raccordements et des renforcements des réseaux qui pourraient être très coûteux. Même s'il faudra en faire dans tous les cas. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On est arrivé au bout de cette table ronde. En tout cas, merci beaucoup tous les trois. On va passer maintenant à la partie questions. Il n'y a pas de questions particulières. On me fait signe que dans le chat, c'est plutôt calme. Alors, j'espère que tout ce qu'on a dit vous a quand même intéressé. Alors, peut-être que Régis peut-être du coup repasser une tête et venir nous voir là sur le plateau pour venir participer sur quelques éléments. Hop. Faites-lui passer un micro. Bonjour. Merci beaucoup pour cette excellente table ronde. J'avais une petite question pour l'ensemble des panélistes. On a beaucoup entendu parler donc, des compteurs Linky. On a beaucoup entendu parler des solutions. Et j'ai entendu que finalement, entre le compteur et les solutions permettant ces économies d'énergie, il y avait un petit module qui s'appelait l'ERL, l'émetteur radio Linky. On vient d'en parler notamment avec le pilotage du véhicule électrique. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que collectivement, on n'a pas envie en France de développer ce petit module électronique en masse, donc l'industrialiser pour le déployer dans les foyers français? Et on a bien entendu tout à l'heure Enedis nous expliquer que ce n'était pas inclus dans son business model, et on le comprend tout à fait pourquoi. Je pense qu'on a une chance formidable
pour réaliser des économies d'énergie via le pilotage de certains usages, le chauffage, le ballon d'eau chaude, mais aussi le véhicule électrique. Donc moi j'ai envie de dire aux panélistes ici présents, la Creux, Enedis a sûrement un avis, mais l'ADEME, lançons une vraie filière et regardons ce que ça peut apporter comme économie. Comment vous réagissez à cette proposition ? Alors effectivement, le choix avait été fait initialement. Enfin, je comprends que la question c'est aussi, est-ce que les ERL doivent se développer de manière concurrentielle ou être produits généralisés, industrialisés par le gestionnaire de réseau. Donc c'était un choix qui avait été fait à l'époque de confier ça aux acteurs de marché qui développent déjà, enfin qui sont ceux qui développent ces services, qui se développent de manière concurrentielle, et c'est ça qui stimule l'innovation. Ces services, ils reposent sur une infrastructure gérée par le gestionnaire de réseau, une infrastructure numérique qui est essentielle et qui permet à ces services de se développer. Alors la question de la brique de l'ERL, donc un choix avait été fait il y a déjà de nombreuses années. Face au constat que l'on fait aujourd'hui, la question peut se poser je ne sais pas quelle serait la réaction de personnes d'acteurs qui ont déjà investi dans la production de ces ERL si on venait leur dire qu'on remettait ça dans le monopole. C'est une question quand même assez sensible. Peut-être qu'avec ces idées de standardisation des ERL et d'interopérabilité, potentiellement rendre l'interopérabilité des ERL obligatoire, il y a peut-être d'autres... la question reste ouverte, mais l'idée est bien qu'une bonne partie des foyers français soient à terme équipés d'ERL s'ils le souhaitent, s'ils sont consentants, s'ils ont envie de faire des économies, et qu'ils puissent le faire facilement. La question n'était effectivement pas de l'entrée en monopole, mais justement de lancer une filière industrielle. Le distributeur a joué son rôle, mais on va les laisser s'exprimer. Mais cette filière industrielle, jusqu'ici, le distributeur d'électricité en France ne conçoit pas et ne fabrique pas ces modules, et ce n'est pas son rôle. Donc c'est bien une filière à lancer, et elle peut être tout à fait complétée avec les quelques industriels qui se sont lancés dans cette filière. La standardisation est un vecteur qui peut-être peut réunir tout le monde. Oui, moi je pense que c'est ça la bonne solution. C'est-à-dire que mon impression, je travaillais longtemps dans plutôt le monde de la donnée, mais aussi de la donnée dans les télécoms. Pour être un tout petit peu provocatrice, c'est pas Orange qui a fait la domotique, c'est Samsung, Apple et Google. In fine, c'est peut-être pas l'idéal, hein, d'accord. Et voilà. Donc je suis volontaire, j'ai fait un pas de côté. Par contre, moi je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en fait nous, on a vraiment un accompagnement fort, et je pense qu'il y a des enjeux de standardisation auxquels on participerait volontiers en fait à cette démarche-là, pour justement valoriser finalement les investissements que l'État a fait sur ce grand programme-là, et aller jusqu'au maximum de ce que l'on peut tirer de ce que là où on a déjà investi, et peut-être amener quelques modifications bien choisies qui là amèneraient une valeur supplémentaire en plus, toujours dans l'objectif de ça doit servir les consommateurs et les producteurs. Il ne faut pas les oublier. Oui, juste pour rajouter rapidement, effectivement, c'est une opportunité. Mais il y a un besoin, le besoin de la standardisation est primordial, et en fait, on ne pourra passer par là que si on arrive à définir réellement le rôle que doit jouer et les services que doivent rendre ces ERL et ces services au réseau, parce qu'on voit qu'il y a encore pas vraiment de consensus sur la solution technologique à mettre en place pour pouvoir réunir tous les usages et tous les besoins des différents consommateurs. On voit passer beaucoup de solutions différentes, et pour le moment il n'y a pas de consensus qui est fait. Donc il y a besoin de se mettre d'accord, de définir le rôle à jouer de ces outils, à quoi ils doivent répondre, et pour pouvoir effectivement permettre à tout le monde de se lancer sur des outils communs. Ce sera forcément bénéfique parce que ça permettra une interaction meilleure, mais il faut également que ces outils communs puissent servir à lancer les nouveaux usages et développer les services qui sont attendus par les consommateurs. Bien, merci beaucoup. Une dernière petite question, sauf si évidemment il y en a dans le chat. On a parlé technologie. Je vous ai entendu beaucoup parler aussi d'acceptation, parce qu'effectivement on ne fera rien sans cette acceptation du client final. On sait ce qu'il faut faire.
j'ai envie de dire, passons à l'acte. Diffusons ces informations collectivement. Tous ici, on a la chance d'avoir aujourd'hui dans les panélistes et dans les gens qui nous écoutent, des acteurs qui sont capables d'avoir ces relais, qui sont capables d'avoir ces communications. Donc j'ai vraiment envie de dire, c'est le moment d'utiliser tout le travail que vous avez réalisé sur ces collectes d'informations, de data, d'outils, pour vraiment sensibiliser le client final. Quelles sont les bonnes méthodes pour les sensibiliser? Je ne sais pas si on a encore vraiment de bonnes méthodes. Effectivement, on sait que la sensibilisation est primordiale, l'accompagnement des usagers est primordial pour que ça fonctionne. Après, il y a aussi tout un monde en fait à créer ou à faire évoluer, un monde économique et un monde de marché. Il faut arriver à également susciter l'intérêt plus que par l'intérêt que ça apporte au réseau et l'intérêt que ça peut apporter à l'environnement, à la planète. Il y a aussi un intérêt économique à trouver. Qui est pour le moment très difficile, puisque voilà, l'évolution, les offres de marché, même si elles arrivent, elles sont encore assez peu répandues, et elles ont du mal à susciter vraiment l'intérêt à grande échelle des consommateurs pour avoir, on va dire, un gain économique à voilà, s'impliquer dans le pilotage de sa consommation. Donc voilà, c'est un travail qui est encore important à faire là-dessus, même si on sait vers où on veut aller, on ne sait pas encore exactement vers quel chemin prendre et comment y aller. Juste pour compléter, sur... alors, je vois qu'il y a une question. Désolé. Face au contexte pour l'hiver prochain qui s'annonce plus que compliqué sur le réseau électrique et le risque de forte augmentation de tarifs, quelles sont les actions prévues par la CRE, l'ADEME et Enedis pour engager les consommateurs sur le sujet des économies d'énergie? Alors, grande question. Alors déjà, pour répondre à la question sur comment on embarque les consommateurs, il y a un vrai enjeu de pédagogie, d'explication. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les consommateurs se préoccupaient peu de leur consommation d'électricité ou de gaz, parce qu'ils payaient un même prix, il n'y avait même pas de concurrence jusqu'à présent sur le marché, il n'y avait pas d'enjeux, on n'avait pas conscience des enjeux écologiques on n'avait pas autant conscience jusqu'à il y a peu. En tout cas, les consommateurs aujourd'hui s'en préoccupent, mais peu de gens savent ce qu'est 1 kWh, peu de gens savent même combien coûte 1 kWh. Il y a beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer quels sont les enjeux pour le système électrique, pourquoi, même si on a du nucléaire, en fait, chaque kilowattheure qu'on arrive à décaler ou à ne pas consommer, c'est quand même du gaz qui sera consommé en moins dans une centrale à gaz. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire. C'est le rôle de tous les acteurs publics et privés de le faire, notamment les fournisseurs. Mais il y a aussi un enjeu très important de confiance des consommateurs dans leurs fournisseurs, dans le fournisseur d'électricité ou de services, qui doit être installé, qui doit se construire. Alors l'ouverture à la concurrence est assez récente, mais je pense qu'on va voir émerger des fournisseurs dans lesquels les consommateurs auront potentiellement plus confiance et qui auront peut-être plus la main pour convaincre les consommateurs d'installer tel ou tel dispositif de suivi de la consommation. Pour répondre à la question de Rémi sur le contexte, je ne sais pas si on peut évoquer beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de réflexions sont en cours et beaucoup de questions sont ouvertes pour inciter les consommateurs à maîtriser leur consommation, notamment lors des périodes de pointe. L'hiver prochain, il y a déjà le signal EcoWatt qui est mis en place par RTE et qui permet d'alerter. On l'a vu, je crois que c'est le 4 avril dernier, la baisse de consommation, la capacité d'effacement des consommateurs juste sur un signal, juste parce qu'il y a eu une agitation médiatique autour de ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment inciter les consommateurs aussi économiquement. Aujourd'hui, voilà, c'est la mission des fournisseurs aussi de proposer des offres qui permettent de valoriser ça. Je pense qu'on fait tout ce qu'on peut avec Enedis, RTE, les producteurs, les autres gestionnaires de réseau et les opérateurs d'effacement, enfin tous les acteurs de la filière pour s'assurer que l'hiver prochain, on arrivera à passer les différents points. Oui, c'est ça l'enjeu, hein, le rôle à la fois de RTE et Enedis, c'est d'acheminer
tout ce qu'on souhaite acheminer, donc le plus possible, très clairement. Et puis, effectivement, la question pourrait être amenée à se poser. On espère que ça n'arriverait pas d'arriver à avoir à baisser la puissance dans les situations où on serait vraiment en situation de situation très aiguë, hein, comme ça peut arriver s'il y a une panne majeure. C'est arrivé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en rappelez, vous étiez peut-être trop petit. Et donc du coup, l'idée c'est ça, hein, c'est vraiment le travail qui est en cours, en tout cas côté des gens qui travaillent sur le réseau, que ce soit celui du transport, celui de la distribution. Il y a une intensité très très forte de collaboration avec un projet commun qui s'est construit pour voir sur le périmètre sur lequel on a capacité à proposer des choses, à essayer de voir qu'est-ce qui est effectivement possible, parce que c'est pas tout d'avoir des idées, il faut encore s'assurer qu'elles soient actionnables sur la totalité des points de livraison. Donc, je donne une idée, hein, je veux dire, il y a eu un démonstrateur il y a quelques années, dans le cadre notamment de la dynamique des démonstrateurs Smart Grid, qui avait comme objet de moduler la puissance sur le compteur. Hein, d'accord, donc ça, c'était un démonstrateur avec 1000 points de livraison. Si on se dit que ça peut être, dans une situation extrême, une solution à actionner, ben, on peut encore se demander si avec 34 millions de compteurs, est-ce que l'ordre passe, est-ce qu'il est au bon moment, etc., etc. Donc on a un facteur d'échelle qui est très important. Et puis moi je partage la question de la communication puis la dynamique autour des fournisseurs, elle est clé, elle est vraiment clé. Juste je complète sur l'écrêtement de puissance. Effectivement, c'est un levier, la modulation, pardon. La modulation temporaire, hein, de la puissance des compteurs, c'est un levier qu'on a pour éviter des blackouts, des délestages. Donc c'est pour rassurer aussi, avant d'arriver au délestage ou au blackout, on a quand même de nombreux autres leviers activables. Donc on peut ne pas être trop inquiet sur ce sujet-là, mais des actions doivent être envisagées pour maintenir justement la continuité d'alimentation. C'est un levier qui justement n'est pas négatif, mais qui est un outil de maintien de la continuité d'alimentation. Et je tiens juste à rappeler aussi que les risques qu'on voit pour l'hiver prochain n'est pas un risque lié au réseau, mais c'est un problème de production, de capacité de production d'électricité. C'est bien de le rappeler. Merci. Oui, juste pour conclure très rapidement là-dessus, c'est que la solution clé en main, on la sortira pas pour l'hiver prochain. Là, on est en urgence et on a une situation d'urgence qui arrive à l'échéance de quelques mois. On parle de suivre des démonstrateurs et des projets d'industrialisation. Clairement, ça sortira pas cette année. C'est des échéances bien plus longues, donc en fait, il faut s'appuyer pour l'hiver prochain. Il faut s'appuyer sur ce qu'on sait déjà faire. Et ce qu'on sait déjà faire, c'est effacer un usage, effacer une consommation de manière à diminuer la consommation sur un instant T au moment où on a une contrainte, que ce soit sur le réseau ou sur la production. Là, en l'occurrence, effectivement, on parle de contraintes sur la production. Et donc, le besoin, effectivement, c'est de la sensibilisation et c'est équiper assez rapidement les plus gros consommateurs de manière à ce qu'ils puissent faire de l'effacement à la demande d'RTE, gestionnaire de réseau, quand il y a un problème par manque de production. Donc voilà, l'échéance à court terme, c'est surtout d'aller là-dessus. Et puis ensuite, ça va nous permettre de faire évoluer un petit peu, la filière de manière à pouvoir apporter des solutions plus durables pour les hivers prochains. Eh ben, impeccable, merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire, on est pile poil dans les temps. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé, vous en premier puisque vous êtes à côté de moi. Merci à Régis, merci également à Sophie en régie de Capgemini parce que elle a participé fortement et notamment elle a pris en charge toute la réalisation des petites pastilles vidéo que vous avez vues tout à l'heure. Merci aussi aux équipes Sopra, à Benjamin qui est derrière les manettes là, pour la réalisation de la vidéo de ce webinaire. Et puis juste pour que tout le monde puisse aussi aller chercher sur le site, l'étude est disponible sur le site de Think Smart Grid. Vous avez aussi des fiches qui ont été mises à disposition dans lesquelles on a référencé et présenté les 41 solutions de services énergétiques dont on a parlé tout à l'heure dans la première partie. Et puis, si jamais il y en a d'autres fournisseurs qui sont connectés aujourd'hui et qui ont envie de le faire, vous pouvez renseigner aussi leurs solutions, nous donner des informations complémentaires, qu'on la fasse vivre, cette étude.
Et puis maintenant, je pense qu'on est arrivé au bout. Bonne fin de journée à tous et merci encore.